Très bien. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents. Donc on va commencer doucement ce cours entre la leçon inaugurale qui était un exercice de vulgarisation où il n'y avait quand même pas beaucoup de mathématiques et la suite. Il y a un gap, bien évidemment, et donc on va commencer doucement aujourd'hui parce que je pense qu'éventuellement il y a des personnes ici qui n'ont pas la vision globale. Alors on va commencer aujourd'hui par parler de réduction de modèles pour les équations aux dérivées partielles paramétrées. Et ensuite, les trois prochains cours seront sur la partie classique des méthodes de base réduite pour approcher des solutions quand on a effectivement des modèles. Et ensuite, on passera à des choses qui sont plus liées à l'apprentissage, au réseau de neurones et à l'intelligence artificielle. Alors, les cours auront lieu donc de 9h30 à 11h. Et à 11h15, il y aura un séminaire qui sera systématiquement donné à la suite de ces 8 leçons pour donner la parole à des industriels qui utilisent les méthodes de réduction de complexité et d'intelligence artificielle dans leur cadre. Donc je leur ai demandé de montrer des jolies choses pour vérifier que tout ça marche, mais aussi montrer là où il y a des problèmes sur lesquels une collaboration entre chercheurs du monde académique et du monde industriel permettrait de résoudre ces problèmes. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai souhaité appeler les séminaires à la suite du cours Math for Innovation, un petit peu un jeu de mots, mais effectivement parce que je suis persuadé que l'innovation passe par les inventions que l'on peut faire dans le cadre de la recherche académique. Et donc pour donner néanmoins la parole aussi aux académiques, il y a un colloque qui sera donné du 22 au 24 juin sur les aspects plus mathématiques et appliqués des méthodes de réduction de complexité. Et ça, il y aura une trentaine d'invités qui vont venir partager pendant ces 3 jours leurs connaissances. Alors, on va commencer par donc, ce que sont les équations aux dérivées partielles paramétrées. Et pour cela, on va d'abord considérer qu'on a un domaine oméga qui est inclus dans RD, où D sera égal à 1, 2 ou 3 typiquement, mais il peut évidemment être plus grand. Il y a une frontière qui est notée classiquement d oméga, et les points de RD sont notés x1, x2, xd. Alors on a, sur cet ensemble-là, on a un espace de Hilbert qu'on va noter V et qui sera, pour le début de ces leçons en tout cas, restreint à un sous-espace de l'espace H1 de oméga, des fonctions qui sont donc de carré intégrable et sur oméga, et l'intégrale sur oméga de gradient de V au carré est aussi bornée. Et on va supposer que éventuellement il y a des conditions limites qui sont proposées. V restreint à une partie gamma D de la frontière est égal à 0, où donc gamma D est une partie de la frontière sur laquelle on impose, comme D l'indique, des conditions de Dirichlet. Et on va considérer que c'est des conditions de Dirichlet homogènes. Alors cet espace est un espace de Hilbert, comme tout le monde le sait, et il est équipé de la norme intégrale de gradient V au carré plus V au carré et du produit scalaire V
W dans V est égal à l'intégrale de gradient V, gradient W, plus V, W. Alors, on aura besoin pour les représentations de l'erreur aussi de la notion d'opérateur de Riesz. L'opérateur de Riesz qui est donc défini pour tout G appartenant à V', l'espace dual de l'espace de Hilbert V, est muni de la norme G de V' égale le sup de G de V sur norme de V pour V appartenant à V étoile. Donc, l'opérateur de Riesz, il est défini comme étant un opérateur qui a toute fonction G dans V', associe l'unique élément de V tel que l'on ait cette égalité-là. Alors, le problème qu'on va se poser est un problème qui va s'écrire, le problème paramétré, pour un paramètre mu qui appartient à un ensemble P, et mu peut être un multiparamètre, mu1, mu2, mu-p. Il va s'écrire sous la forme trouver U de mu. Alors, je ne mettrai pas forcément des barres à chaque fois sous les mu. Il faut bien comprendre que c'est un multiparamètre tel que A de U de mu V mu est égal à F de V et mu, quel que soit V appartenant à V. Donc, le problème que j'ai pris est un problème de Dirichlet avec condition homogène égale à 0 sur le bord. Bien évidemment, si le problème n'est pas posé avec des conditions de Dirichlet sur le bord, les conditions de Dirichlet doivent être compatibles avec le fait qu'il existe au moins une fonction dans H1 qui vaut cette valeur-là sur le bord. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on la relève, comme d'habitude, et on la met dans cette équation-là. On envoie la condition relevée dans le terme de droite, puisque c'est quelque chose de connu, et ce qui nous permet donc d'arriver à trouver la solution dans le cadre homogène. Alors, pour que ce problème-là soit bien posé, il faut évidemment préciser un petit peu ce que c'est que F. Bon, c'est pas pratique mon histoire. Voilà. Je vais enlever ça, comme ça m'évitera de sauter. Donc, il faut préciser ce que c'est que A et ce que c'est que F. Alors, A, il va avoir la forme A de W, V et mu. Ça va être une somme pour I et J allant de 0 jusqu'à D de l'intégrale sur oméga d'une certaine constante d'une fonction gamma IJ de points et de mu, et c'est là qu'a lieu la dépendance en mu, de dW sur dxi, dv sur dxj. D'accord ? Donc évidemment, on peut avoir des dérivées croisées. Et ce qu'il faut comprendre pour i égale 0, alors que, donc, a priori,
les indices commencent à 1, c'est que la dérivée par rapport à x0, c'est l'identité, ce qui nous permet d'avoir le terme L2 naturellement dans cette écriture qui est là. Alors, le terme de droite f, lui, il a la forme f de v mu est égal à l'intégrale sur oméga d'une fonction qui est définie sur oméga et de mu fois v, plus l'intégrale sur gamma nr de f défini sur gamma de mu multiplié par v de mu. Et donc ceci représente la partie complémentaire de gamma d où la fonction v ne s'annule pas. Donc on a gamma r union gamma d est égal à d de oméga et gamma r intersection avec gamma d est égal à vide. Alors on met des barres dessus puisque je considère que les gammas ici sont des parties ouvertes. Donc le A est bien défini. Alors vous avez l'exemple classique bien évidemment du Laplacien. Si le problème est moins Laplacien de U plus U est égal à F, vous savez bien que la formulation variationnelle de ce problème-là, c'est le gradient de U, le gradient de V, plus l'intégrale de UV est égal à l'intégrale de FV, du moins si F est supposé dans L2. Et donc, dans ce cadre-là, on a cette chose qui est ici, qui est constant, qui est égale à 1 partout, quelles que soient les valeurs de I et J. Et 0 si I est différent de J. Epsilon IJ est égal à 0 si I différent de J est égal à 1 si I est égal à J. Hop. OK. Alors, pour que ce problème-là soit bien posé, les conditions sont classiques et bien connues. On a le théorème de Lax-Milgram qui nous dit que si gamma de mu qui est égal au sup sur W et V appartenant à V de A de V, W et de mu divisé par V W. Alors, il faut mettre une étoile ici pour pas que ça s'annule. Alors, donc, si ceci est borné, donc, voulant dire que la forme bilinéaire qu'on a vue ici était continue sur V au carré, et si alpha de mu qui est égal à l'inf sur W appartenant à V de A de W mu sur W au carré, toujours avec une étoile, est strictement positif, alors on sait qu'il existe une solution unique à ce problème-là, en tout cas si F appartient. Il existe une unique solution U de mu au problème, paramétrée, si, par exemple, F oméga de mu appartient à L2 de oméga, et si F gamma appartient à L2 de la frontière, c'est-à-dire de gamma que j'ai noté gamma R. C'est ça. Alors on sait que
ceci est une condition suffisante, ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante. On peut utiliser la condition inf sup qui propose de regarder bêta de mu est égal à l'inf sur W du sup sur V de A de WV mu divisé par WV ça, appartenant à V étoile. Et dans ce cas-là, le fait que bêta mu soit supérieur à 0 est une équivalence pour avoir l'existence et l'unicité d'une solution à ce problème-là, à condition d'avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire que le sup de A de WV sur, enfin l'inf sur W et le sup de W de A de WV est strictement positif, c'est simplement pour avoir la surjectivité de l'application. OK, donc ceci c'est une condition nécessaire et suffisante, alors que l'axe Milgram n'est qu'une condition nécessaire, mais qui, la plupart du temps, marche bien. Alors on peut vérifier pour ceux qui découvrent ça pour la première fois, qu'évidemment, si on a la condition de l'axe Milgram, qui est une condition suffisante, on vérifie évidemment ceci, puisqu'il suffit de prendre pour V le W, puisque le sup pour un W donné, si on prend V égale W, eh bien on obtient A de WW, et A de WW, on sait que c'est supérieur à alpha de mu. Très bien. Donc, on a ainsi un certain nombre de solutions pour chaque valeur du paramètre associée, une solution et une seule. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a la stabilité, c'est-à-dire qu'il existe une constante telle que U de mu, la solution du problème dans V, est majorée par une constante qui dépend de F de mu dans L2 plus F gamma de mu dans L2 de gamma. Alors par la suite, de façon synthétique, je vais poser C égale le C de mu, ça sera égal à alpha de mu dans le cas l'axe Milgram, c'est-à-dire dans le cas coercif, et bêta de mu dans le cas non coercif, c'est-à-dire dans le cas où j'ai la condition F sup. Alors, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, quand on a l'axe Milgram, alors on a forcément la condition F sup, mais la condition F sup peut être plus intéressante parce que la constante bêta de mu est supérieure à la constante alpha de mu. Et donc ça peut être, puisqu'on a des dépendances en mu de ces constantes-là qu'il va falloir analyser, et on verra ça à la prochaine leçon parce que ça commence à devenir relativement technique, ça peut être intéressant de plutôt utiliser cette condition F sup pour avoir une meilleure stabilité de la solution de ce problème-là. Alors, qu'est-ce que c'est que mu ? Alors, le mu qui est là, ça peut être différents paramètres qui interviennent dans les lois de la physique, de la mécanique du problème qui nous intéresse. Ça peut être des propriétés de diffusion, des propriétés de viscosité de la solution, mais ça peut être aussi, donc ça peut être des paramètres physiques. Alors quand ça intervient au travers de mu, bah là ça peut être pas mal de paramètres qui sont les actions que l'on peut avoir sur l'équation aux dérivées partielles, le système qui est régi par ces équations aux dérivées partielles, et qui peuvent vraiment être importantes, mais la piloter totalement par les possibilités qui nous sont données pour faire le contrôle du problème. Donc, contrôle
du problème, mais ça peut être aussi la forme du domaine, c'est-à-dire que oméga peut être en fait un oméga de mu. Alors je ne vais pas trop l'aborder dans ce premier cours, on va supposer que oméga ne dépend pas de mu, mais c'est des choses qu'on pourra voir par la suite. Et dans le cas où oméga dépend de mu, eh bien dans ce cas-là, ce qu'on a souvent, c'est un domaine oméga de référence, et on a donc des applications qui vont de oméga chapeau dans oméga de mu, qui vont être des bijections. Et le problème qui est posé dans oméga de mu, qui va s'écrire par exemple si on prend le problème du Laplacien qui est là et qui n'avait pas de coefficient, donc on a un oméga de mu gradient de U gradient de V plus intégrale sur oméga de mu de UV est égal à l'intégrale de FV, ou le produit de dualité FV si F n'a pas la régularité qu'il faut. Eh bien, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est un changement de variable en utilisant justement cette paramétrisation par un domaine oméga chapeau de référence. Et ce qui fait que le problème devient un problème sur oméga chapeau de gradient de U chapeau, gradient de V chapeau, avec une matrice ici qui est la matrice jacobienne et un changement de variable, un déterminant de J-1 dx chapeau. Et donc là, c'est une matrice qui est appliquée et qui dépend donc de mu, avec le déterminant qui dépend de mu, égale la même chose, intégrale sur oméga chapeau de la transformation de variable sur FV. Et donc vous voyez apparaître ici ces coefficients que j'avais appelés epsilon ij, qui dépendent de mu, au travers de cette transformation qui est là. D'accord ? Donc, lorsque le domaine est un domaine qui peut éventuellement changer de forme, si on veut faire une optimisation de forme, par exemple, et calculer la forme optimale pour avoir un certain résultat, on peut tout à fait faire rentrer le problème dans ce cadre-là. Bien. C'est ça. Alors, réduire la complexité, c'est-à-dire que ce problème-là est un problème qui est complexe. Alors, pourquoi il est complexe ? Parce qu'on ne peut pas le résoudre. A priori, il n'y a pas de solution qu'on est capable d'exhiber, solution de ce problème qui est écrit ici. Et donc, la première chose qu'il faut remarquer, c'est donc pas de solution, généralement, explicite à ce problème. Deuxièmement, donc, on est du coup obligé d'approcher la solution. Et pour cela, on va considérer un espace V delta qui est inclus dans l'espace V. Alors certains vont penser aux méthodes d'éléments finis, d'autres au volume fini, d'autres aux méthodes spectrales, d'autres aux méthodes d'ondelettes. Enfin, vous prenez votre méthode favorite. Et dans le cadre industriel, chacun a sa méthode favorite sur laquelle les équipes ont travaillé depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est que V delta ? Eh bien, V delta, c'est un espace de dimension finie qui est un espace qui est l'espace vectoriel engendré par des fonctions de base, B et Q.
où Q va de 1 jusqu'à n delta, où n delta, c'est donc la dimension de mon espace. Et on suppose que c'est une approximation conforme, juste parce qu'on ne peut pas tout faire, mais sachez que si l'approximation est non conforme, on peut aussi se débrouiller pour approcher le problème. Donc, dans le cadre d'une approximation conforme, la question qu'on se pose, c'est une question qui va être tout à fait similaire à celle-là, mais maintenant dans l'espace de dimension finie, qui va être de trouver U delta de mu appartenant à l'espace V delta, tel que A de U delta de mu, V delta mu est égal à F de V delta et de mu, quel que soit V delta appartenant à V delta. Alors maintenant, on est en dimension finie. Et donc on sait que U delta de mu va s'écrire comme la somme des U chapeau Q de mu BQ. D'accord? Donc BQ, c'est des fonctions, hein, c'est une base de mon espace V delta qui est lui-même un sous-ensemble de fonctions de H1 qui s'annulent sur le bord. Donc U delta de mu a des coefficients dans cette base-là. D'accord? Donc si je veux mettre un x ici et un mu, le x il est là et le mu il est ici. Et donc, déterminer U delta, c'est déterminer les coefficients dans la base. Et pour déterminer les coefficients dans la base, il suffit de le mettre dans l'équation qu'on doit satisfaire. Et donc, ça devient somme de U chapeau Q de mu A de BQ V delta et mu est égal à F V delta de mu, quel que soit V delta dans V delta. Alors ici, j'ai utilisé la linéarité de A par rapport au premier élément, cette somme qui était là, elle était dans cette formulation-là à l'intérieur pour représenter le U delta. Alors, demander que ceci soit vrai pour tout V delta, eh ben, il suffit de demander, et il suffit, c'est équivalent, de demander que ça soit vrai pour toutes les fonctions de base. Et donc, on va demander à ce que ceci soit vrai pour tous les V delta égales à BP. On a donc la somme de U chapeau de Q de mu A de BP, BE, BQ, BP et de mu est égal à F de BP et de mu. Donc vous voyez ces quantités-là qui a priori sont des réels. Si le problème est un problème dans R, c'est des nombres complexes. Si jamais on peut se laisser la possibilité d'avoir un problème qui est qui fait intervenir des nombres complexes, mais bon, prenons des nombres réels. Donc ces nombres réels-là, c'est n delta nombres réels, d'accord? Donc Q ici va de 1 jusqu'à n delta, sont solutions d'un problème qui s'écrit sous une forme matricielle, qui est grand A delta de U delta de mu est égal à F delta. Alors ici, c'est un vecteur qui est les F de BP et de mu. Ici, c'est le vecteur des composantes de U delta dans la base. Et ici, c'est donc une matrice qui est la matrice A de BP, BQ et de mu.
OK? Alors, quand on a une approximation conforme, et c'est pour ça qu'on aime bien les approximations conformes, les propriétés continues qu'on a supposées sur A restent vraies, enfin pas toutes, mais restent vraies pour les principales, pour le A restreint à V delta. En particulier, la continuité et la coercivité restent vraies sur l'espace discret. Et donc, dans ce cadre-là, si on a ces deux conditions-là sur l'axe Milgram, on sait qu'il existe une unique solution U delta de mu appartenant à V delta de mu, solution de mon problème. Alors, par contre, si on a simplement la condition inf sup, eh bien, il faut vérifier si le problème n'est pas coercif. Il faut vérifier indépendamment la condition inf sup et il n'est pas clair qu'elle soit vérifiée. Bon, alors rien de difficile à tout ça. On a une matrice appliquée à un vecteur inconnu égale à un membre de droite connu, donc il suffit d'inverser la matrice. Alors c'est là que ça commence à devenir complexe, puisque l'inversion de cette matrice-là, parce que pour avoir une bonne précision, et on va avoir besoin d'une grande dimension ici, eh bien, ça va coûter cher. Alors, restons dans le cadre coercif. Dans le cadre coercif, ici, on sait de plus que U de mu moins U delta de mu en norme V est plus petit qu'une constante fois l'infimum, la meilleure approximation, de U dans l'espace V delta dans V. Et donc, quand la dimension de V delta augmente, eh bien, a priori, cette erreur-là, l'infimum de U moins V delta dans X tend vers 0. Alors, elle tend vers 0 à une certaine vitesse qui dépend de la définition des espaces et qui dépend donc en particulier de la dimension n delta qui est là. Et donc, on a U moins U delta qui est majoré par cette meilleure approximation, se majore par une constante, un n delta à une certaine puissance négative, R delta, qui va dépendre de plein de choses. Donc, je vais peut-être le réécrire en haut, là. Alors, R delta, donc, dépend de plein de choses. Bon, il dépend déjà, a priori, de ce qu'on peut supposer sur la solution U elle-même, de sa régularité. R, c'est un peu pour ça que je l'ai mis, donc lié à la régularité de la solution. On sait que U de mu appartient à V, c'est-à-dire un espace qui est inclus dans H1 de oméga, plus les conditions limites, je vous rappelle. Mais la plupart du temps, la solution est plus régulière que
cette base qui est donnée par l'existence, et donc on peut avoir que U est dans H2, dans H3, etc. Alors quand le domaine a des singularités, il se peut qu'il y ait des singularités qui sont dues aux singularités du domaine. Donc ça modère déjà la puissance R delta qui est ici. R delta aussi dépend de la méthode. Il y a les méthodes d'ordre fini, du type les éléments finis. Et les éléments finis, vous savez que, par exemple, pour une approximation P1, l'approximation, ça va être inférieur à C n delta. Alors, c'est du H, mais H, c'est du n à la puissance 1 sur D. Donc, ça doit être quelque chose comme ça si on n'a pas de problème de régularité de la solution, avec des éléments finis P1. Il peut y avoir des méthodes d'ordre infini, comme les méthodes spectrales ou d'éléments spectraux. Où là, la seule limite, ça va être celle liée à la régularité. Donc on va avoir du n delta multiplié par R moins divisé par D encore, puisque le degré des polynômes est comme la racine dm du nombre de degrés de liberté nd. Voilà. Donc pour avoir une bonne précision, on doit avoir nd qui est grand, voire très grand. Et de ce fait, la matrice A delta qui est là, eh bien, c'est une matrice qui est très grande, et donc pour l'inverser, ça coûte cher. Alors on peut le faire une fois, on peut le faire deux fois. Si on a le temps, on peut effectivement le faire plusieurs fois. Mais ce qui nous intéresse dans un cadre industriel, dans un cadre de décision rapide, c'est d'être capable de trouver la solution très rapidement. Alors il y a plusieurs méthodes qui ont été inventées, plusieurs algorithmes pour essayer d'accélérer la convergence de ces choses-là. Par exemple, les méthodes de décomposition de domaine permettent d'accélérer la résolution de ces problèmes-là. C'est un exemple où on peut accélérer les choses, mais néanmoins, ça reste très coûteux. Et la complexité réside dans ça. La complexité réside dans ça, et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la complexité vient du fait de la puissance de ces méthodes dont j'ai parlé, d'éléments finis, de méthodes des éléments spectraux. La puissance de ces méthodes-là, c'est qu'elles sont capables d'approcher n'importe quelle solution, de n'importe quel problème. Un problème de fluide, un problème de structure, un problème d'onde. Ces méthodes d'éléments finis, à quelque chose près en tout cas, sont capables d'approcher n'importe quel problème de ce type-là, d'où qu'il puisse venir. Et donc, ça, c'est une puissance, mais c'est aussi un défaut, parce que quand on veut résoudre ce type de problème, dans le cadre d'une application donnée, ce qui nous intéresse, c'est de résoudre ce problème-là. Par exemple, on est en mécanique des fluides et on veut résoudre ce problème-là, ou on est en neutronique et on veut résoudre ce problème-là, et pas un autre. On veut faire varier le paramètre, on veut trouver le paramètre le plus intéressant ou utiliser le paramètre qui nous est donné aujourd'hui pour résoudre ce problème-là, mais on n'est pas intéressé à une solution d'un autre problème, d'accord ? Donc, on va utiliser ça dans la méthode de réduction de complexité pour essayer de définir un espace V delta qui va être, bien évidemment, a priori inclus dans V encore,
et qui va avoir des propriétés d'approximation pour les solutions du problème qui nous intéresse et pas d'autres. D'accord? Donc, ici, quand je vous ai dit que l'approximation dépendait de la régularité de la solution, on n'a pas dit que la solution était la solution d'un problème de ce type-là. En fait, le résultat classique, c'est quel que soit U appartenant à H2 de oméga, d'où qu'il vienne, hein, eh bien, l'inf de U moins VH, pour signifier que c'est des éléments finis, en norme H1 est majoré par une constante H, U, H2. D'accord? Dès que la solution est un tant soit peu régulière, eh bien, on peut l'approcher par une méthode d'éléments finis. Ce qui veut dire que U pourrait être en fait n'importe quoi à ce titre-là, dans le cadre de l'approximation inf de U moins V delta. Et ça, c'est le fait que les méthodes d'éléments finis, les méthodes d'éléments spectraux, sont des méthodes un peu couteau suisse qui sont capables de s'intéresser à la solution de n'importe quel problème. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser néanmoins les méthodes d'éléments finis, d'éléments spectraux ou quelles qu'elles soient, pour approcher les solutions qui nous intéressent, mais on va les stocker, on va en calculer plusieurs, ce qui va nous permettre de définir un nouvel espace qui ne va pas être un espace V delta, mais un espace Vn, qui va être composé, extrait, comme une centrifugeuse de goût, qui va nous permettre d'extraire de ces solutions-là une base qui va nous permettre de calculer la solution de façon beaucoup plus rapide, parce qu'on aura beaucoup moins de degrés de liberté. Alors, on va s'intéresser à l'ensemble des solutions lorsque mu varie. D'accord? Alors, on sait que ça n'est pas atteignable, et donc on a défini l'espace S delta, qui est l'ensemble U delta des solutions du problème discrétisées dans l'espace V delta lorsque le paramètre mu varie. Alors, le premier, c'est un ensemble de solutions qui est totalement conceptuel. On a dit qu'on n'était pas capable d'exhiber les solutions, donc on sait qu'elles existent. Pour chaque valeur du paramètre mu donné, on sait que ces solutions existent, mais on n'est pas capable de mettre la main dessus. La seule façon de mettre la main dessus, c'est de l'approcher suffisamment avec une méthode dont on a à la disposition, avec un coût qui peut être très important, mais celui-là, on peut au moins calculer quelques éléments dans S delta. D'accord? Calculer pour toutes les valeurs de mu, c'est évidemment pas possible, mais au moins celui-là, on peut voir un petit peu comment il est foutu. Donc, de toute façon, ces espaces-là, c'est des espaces tout à fait conceptuels, et on va essayer donc de les approcher.
Alors, la notion importante, c'est la notion d'épaisseur de Kolmogorov. Alors, ça s'appelle l'épaisseur de Kolmogorov parce que c'est lui qui en a parlé le premier, qui a conceptualisé ça. L'idée, c'est d'essayer d'approcher U delta de mu, ou U de mu, par des éléments V dans la norme qui nous intéresse, la meilleure approximation possible pour V. Alors V, cette fois-ci, ça va appartenir à un espace V grand N de dimension N. Je ne précise pas pour le moment ce que c'est. Ensuite, je vais me débrouiller pour que cette solution U delta de mu, que je veux approcher par un V qui est dans mon espace de dimension N, eh bien, je veux que la taille de cette erreur-là, pour tous les mu, soit petite. Et donc, pour cela, je vais m'intéresser au sup pour U delta de mu appartenant à S delta de la meilleure approximation possible. D'accord ? Alors, il faut voir le S ou le S delta comme étant quelque chose, j'ai essayé de vous le faire passer pendant la leçon inaugurale, S est en fait une variété paramétrée par mu, d'accord ? Donc, ça a une certaine régularité. On verra un petit peu plus tard la régularité par rapport à mu à laquelle je m'intéresse. Donc, ici, en chacun des points ici, il faut concevoir qu'on a une fonction qui vit sur un domaine oméga qui est en dimension 3. Donc, ces objets-là qui sont sur cette variété, ce manifold, ce sont des fonctions, hein, et chacun des points est un paramètre mu différent. Alors, on a une certaine régularité à ces deux variétés qui sont là. Celle-là, a priori, parce qu'on verra plus tard que dans certains cas, dans le cas coercif en particulier, on a une régularité par rapport au paramètre mu. S delta, il est régulier parce qu'il approche bien S, parce qu'on a mis le prix, on a choisi le paramètre de discrétisation. Et donc, nos variétés, elles sont régulières, elles sont sur des surfaces qui sont là. Et donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est que tous les éléments qui sont ici, on veut les approcher par un espace de dimension finie, Vn. Alors, la première chose, c'est que si c'est S delta qu'on représente ici, on sait très bien qu'il y a un espace qui représente bien S delta, c'est X delta. X delta, puisque tous les éléments de S delta sont dans V delta, ce qui est l'espace de discrétisation. Alors évidemment, on va avoir une très bonne approximation. En fait, puisque j'ai dessiné ça sur ce tableau, il faut considérer que V delta, c'est la surface de mon tableau. Ma surface, ma variété S delta, elle est dans le tableau, elle est dans V delta. Alors évidemment, dans ce cas-là, U delta moins V pour le meilleur V, ça va être 0, et donc c'est fini. Simplement, la dimension, elle est très grande. Et là, j'ai une dimension n qui est donnée. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais essayer de trouver l'espace de dimension n qui est le plus approprié. OK ? Alors, évidemment, ça serait stupide. Bon, alors si 0 est ici, on est dans des espaces vectoriels. Alors, on va peut-être mettre 0 à côté, il n'y a pas de raison que 0 soit dedans. Voilà. Alors, ça, comme possible espace Vn, c'est pas très malin. Hein ? On conçoit bien que cet ensemble Vn qui passe par 0 comme tout espace vectoriel digne de ce nom, et celui-là, il n'est pas terrible parce que la distance ici, elle est très grande. Alors donc ça, c'est pas un bon espace Vn. Par contre,
celui-là, voilà, alors on va mettre 0 ici, hop. Celui-là, bah, déjà, il est un petit peu mieux parce qu'au moins, il équilibre ici, là, et puis, hop, là aussi. D'accord? Donc là, on sent bien qu'en tournant l'espace, on a trouvé quelque chose qui est mieux. Et donc, l'épaisseur de Kolmogorov, c'est ça. C'est ce qui exprime, pour le meilleur choix possible, Vn, pour tous les paramètres mu, hein, quel que soit mu dans S delta, eh bien, avoir la meilleure approximation. Donc, quelle est la valeur de cet infimum? Ben ça s'appelle dn de S delta, épaisseur de Kolmogorov. OK? Alors, cette notion-là, elle nous permet de voir dans quelle mesure ma variété peut être approchée par le mieux possible, pour tous les paramètres mu, par un espace de dimension n. D'accord? Bon, ça, c'est une notion importante qu'il faut avoir en tête. C'est une notion importante, mais c'est une notion qui est trop théorique et il n'y a pas moyen d'attraper cet espace Vn qui est celui qui réalise la meilleure approximation. Donc, cette Vn optimale, que je vais appeler Vn étoile, d'accord, il est, comme beaucoup d'objets optimaux, difficile, voire impossible, à exhiber. Alors, il va falloir se contenter, là encore, d'approximation, et donc on verra plusieurs méthodes d'approximation possibles. Approximation de Vn étoile par un Vn, comment je vais l'appeler, un Vn 0. Voilà. Et donc l'idée maintenant, ça va être de dire, le problème qui m'intéressait, qui est de trouver U appartenant à V tel que A de U V mu est égal à F de V et de mu, quel que soit V appartenant à V, eh bien, on va l'approcher par trouver UN appartenant à Vn tel que A de UN Vn et de mu est égal à F de Vn et de mu, quel que soit Vn appartenant à Vn. Donc, dans le cas coercif, en tout cas, pas de problème. Le Vn, il va être inclus dans V delta, qui est inclus dans V. Donc, c'est une approximation conforme. Et donc, on va avoir que UN existe, unique, et U moins UN, en norme V, est plus petit qu'une constante fois l'infimum de U moins Vn, Vn appartenant à Vn dans V. Alors, Vn n'a pas été choisi comme étant l'optimal, mais néanmoins assez proche, et on verra comment on le fait. Et donc, du coup, on peut espérer que ceci, en tout cas, si le Vn avait été le Vn étoile, ceci, c'est à peu près borné par une constante fois l'épaisseur de Kolmogorov de S delta. Donc, si on a des arguments pour que l'épaisseur de Kolmogorov décroisse vite, et si on a des moyens de trouver une approximation correcte de ce Vn
optimale, alors on va avoir une approximation dont l'erreur va être bornée par cette solution-là. Alors, ici, il aurait fallu que je mette des mu. Et donc, je vais effacer ça et je vais mettre U de mu moins UN de mu en norme V. Ici, il y a aussi un mu. D'accord? Et en fait, le U qui est là, c'est un U delta. Alors, si je veux l'erreur U de mu moins UN de mu dans V, ben, ce que je vais avoir, c'est U moins U delta de mu plus U delta de mu moins UN de mu. Ceci est donné par l'épaisseur de Kolmogorov. Et ceci, ça a été approché dans l'espace, dans la variété S delta, par cette estimation d'erreur. Et on considère que celle-là est plus petite que la tolérance qui nous intéresse, disons sur 2, pour que le tout soit plus petit que la tolérance qu'on s'est fixée, si ceci est plus petit que la tolérance sur 2. Donc si on veut une approximation à 10-3, eh bien, on va utiliser une méthode d'éléments finis qui va nous donner une idée de cette variété-là pour obtenir une précision entre U et U delta de mu plus petit que la tolérance sur 2. Et l'approximation de U delta par UN sera plus petit que la tolérance sur 2 aussi, si l'espace a été choisi dans le cadre de cette épaisseur de Kolmogorov pour que l'épaisseur de Kolmogorov soit plus petite que la tolérance sur 2. Tolérance sur 2 plus tolérance sur 2 égale tolérance. OK? Alors, bien évidemment, le U delta qui est là, je ne vais jamais le calculer. Celui que je vais calculer, c'est le UN. D'accord? Pour une valeur de mu nouvelle, je vais résoudre ce problème qui est ici. J'aurais résolu préalablement pour d'autres valeurs de mu afin d'échantillonner le S delta pour d'autres valeurs de mu. Parce que si j'ai déjà calculé pour la valeur de mu qui m'intéresse, d'accord, donc je vais utiliser cette solution-là que j'ai préalablement calculée. Ce qui m'intéresse, c'est de résoudre aujourd'hui pour plein de nouvelles valeurs de mu la solution. Donc, cette approximation-là qui fait intervenir le U delta, ben, le U delta, je ne le calcule pas, il n'intervient pas. Vous voyez ici l'erreur entre U et U de mu. U delta n'a pas besoin d'être calculé pour être assuré que cette précision-là est bonne, parce qu'on a évalué la taille de notre espace d'éléments finis, par exemple, ou de méthode spectrale, suffisamment grand pour que le S delta soit à une distance de S plus petit que la tolérance sur 2. OK? Des questions à ce stade? Bon, alors, pour le moment, c'est très théorique tout ça. Cet ensemble-là, cette variété, on la conçoit, j'espère. Celle-là, on est capable d'en calculer quelques points, et on va le faire. Dans une partie qu'on va appeler offline, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai fait les 6 mois précédents, et ce qui va nous permettre de définir l'espace VN0 approprié qui représente bien, du moins on l'espère, l'épaisseur de Kolmogorov. Et ensuite, on va résoudre aujourd'hui en ligne ce problème qui est ici. Alors, ça reste théorique, donc du coup, maintenant, il faut mettre un petit peu de consistance ici. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est une première construction de l'espace VN0.
Alors pour ça, on va utiliser la méthode POD ou la méthode SVD, Singular Value Decomposition, où on va supposer qu'on a calculé U delta pour un premier paramètre, U delta pour un deuxième paramètre, U delta pour un troisième paramètre, U delta pour un nème paramètre. D'accord? Alors ça, c'est quoi? C'est des éléments qui sont dans V delta, qui est lui-même inclus dans V. Alors, on va construire une matrice qu'on va appeler une matrice A, avec des indices IJ, qui va être, par exemple, le produit scalaire entre U delta de mu I et U delta de mu J dans V. Donc ça, c'est une matrice grand M sur grand M. D'accord? Alors cette matrice-là est une matrice symétrique, définie positive. Donc on sait qu'elle a des valeurs propres qui sont positives et qu'on va ranger de façon décroissante. Lambda 1 supérieur à lambda 2, supérieur à lambda 3, supérieur à lambda, on en a combien? Grand M, qui est positive ou nulle. Peut être nulle parce que si ma variété est tellement simple que toutes les solutions ne dépendent pas de mu, okay, si les solutions ne dépendent pas de mu, j'ai mis exactement la même chose à chaque fois. Donc ma matrice est une matrice qui a tous ses coefficients AIJ constants. Et donc évidemment, le rang de cette matrice-là, il est égal à 1. Et donc, associé à ces valeurs propres qui sont là, on a des vecteurs propres, V1, V2, V grand M. Donc là, vous voyez, ces vecteurs-là sont des vecteurs dans Rm, de la dimension M qui est ici. Et donc, ce que je peux considérer, c'est zeta1 qui va être... Alors, comment faut que je mette faut que je mette V1 transposé fois U delta de mu 1, U delta de mu 2, U delta de mu grand M, ça doit être ça. Et donc V1, il a comme composante V1, 1, V2, 1, V3, 1, V grand M, 1. OK? Et donc ce que je veux dire ici, c'est zeta1, ça va être la fonction qui va être dans V, enfin qui va être dans V delta. Le zeta1, ça va être la somme des V1 I U delta de mu I. Alors de même, je vais définir zeta j comme étant Vj transposé fois le même vecteur, c'est-à-dire la somme des Vji U delta de mu I. Alors il faut considérer ici que M est très grand. Il est très grand parce que l'idée, c'est de représenter l'espace S ou l'espace L delta, enfin la variété S et S delta, le mieux possible, ne pas en rater. Hein. De sorte qu'on pourrait presque interpoler pour une valeur de mu qui n'est pas mu1, mu2, mu m,
on prend cet ensemble-là suffisamment grand pour dire que dans l'espace P des paramètres mu, on a mu1 ici, on a mu2 ici, on a mu3 ici. Et bien, si on avait une valeur de paramètre mu qui est ici, bon, bah, déjà, de dire que en prenant une combinaison des trois plus proches qui sont là, on ferait déjà une approximation à peu près correcte. Donc voilà comment on veut représenter la variété en prenant grand M très grand ici pour représenter la solution. Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est essayer d'extraire les modes principaux, ceux dans lesquels il y a le plus d'énergie possible pour être ceux qui vont générer l'espace Vn0. D'accord ? Donc n et m sont différents. N va être petit et m va être très grand. M va être très grand pour représenter la variété de façon la plus correcte possible. Alors, le lambda 1 qui est là, a priori, de façon relative, hein, mes solutions, elles sont peut-être toutes petites, parce que c'est ça, les solutions sont toutes petites, d'accord, mais elles varient quand même, mais elles varient à une épaisseur de 10-3, et je veux avoir une précision de 10-6, hein, la tolérance sera 10-6 dans ce cas-là. Ou alors mes solutions, elles sont très très grandes, gigantesques, parce que le problème est un problème gigantesque, et donc ça fait mes solutions sont la taille 10 puissance 3. Donc les lambda ici, relativement, d'accord, ils vont être en haut de 1. D'accord ? Si la solution est très très grande, ils vont être très grands, mais ils vont être à peu près de la même taille. Si la solution est très petite, ils vont être très petits, mais ils vont être à peu près de la même taille, de la taille de l'ensemble des solutions. Et puis les lambda, ils vont décroître. D'accord ? Alors ce qu'on peut faire, c'est représenter les lambda selon leurs indices. D'accord ? Donc c'est décroissant. OK ? Alors ça décroît soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. D'accord ? Alors, les cas qui nous intéressent, et en fait, il y a beaucoup de cas comme ça, les cas qui nous intéressent, c'est des cas dans lesquels la décroissance va être très rapide. D'accord ? On s'intéressera dans 4 ou 5 leçons à ces cadres-là. On sait les régler aussi maintenant, enfin, on a des propositions pour les régler. C'est de la science en marche, donc évidemment, on a la possibilité toujours de trouver mieux que ce qu'on fait, mais déjà, on trouve mieux maintenant que ce qu'on trouvait il y a 5 ou 6 ans. Donc, on est dans un cadre que j'ai mis ici, je vais peut-être le mettre en rouge pour montrer que c'est ce cadre-là qui nous intéresse, où on a une décroissance très rapide des valeurs propres de ce problème qui est là. Alors, dans ce cadre-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tronquer les lambda, et donc les V, et donc les états, puisque tout ça c'est lié. Les états, ça va être les éléments représentatifs, les plus représentatifs de la variété qui nous intéresse. Et donc, on va tronquer les grands M pour ne prendre que les modes qui ont des lambda i substantiels, supérieurs, disons, à une fraction de la tolérance, avec un grand K qui est là. Et donc, le point, c'est que l'erreur L2 en mu de l'erreur en U delta de zeta moins la... Oh, pardon. Je vais introduire des choses avant. Alors, donc premièrement, j'ai dit qu'on introduisait ces zeta qui sont là, zeta, 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 j, qui sont les sommes des V, J, I, U delta de mu I, I allant de 1 jusqu'à grand M. Alors, parce que
les V qu'on a pris ici sont orthonormés dans la L2, on a que les états-J sont aussi orthonormés dans la base V. Delta JJ'. Enfin, ils sont orthogonaux et ils sont orthonormés si on les normalise comme il faut, c'est-à-dire si on a choisi que les V avaient les bonnes propriétés. Alors, la deuxième chose, c'est donc que quel que soit mu, U delta de mu va s'écrire de façon approchée comme une somme de J égale 1 à grand M du produit scalaire, puisque la base est orthonormée, U delta de mu avec zeta J multiplié par zeta J. Alors cette approximation ici, elle vient du fait que quel que soit mu, alors J, I c'est pris, I c'est quel que soit mu I, on a une égalité ici pour tous les I, d'accord? Et si on a pris suffisamment de I, si grand M est suffisamment large et représentatif de S delta, quel que soit mu, U delta de mu va être bien approché par cette somme-là, U delta de mu, produit scalaire avec zeta J, J allant de 1 jusque grand M. D'accord? Donc ici, on a une égalité, l'égalité venant du fait que j'ai pris tous les vecteurs associés à cette décomposition qui est là. Maintenant, si mon espace a été suffisamment représentatif de la variété totale, eh bien dans ce cas-là, on a aussi une bonne approximation pour cette partie-là. Alors, ensuite, le fait que les lambda décroissent très vite fait qu'on peut faire une deuxième approximation qui est que U delta de mu va être doublement approché par une somme de J égale 1 à grand N de U delta de mu, zeta I, où je tronque maintenant la série à grand N. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme approximation dans ce cadre-là ? On a la somme des U delta de mu I moins la projection. Alors, je vais appeler cette chose-là. Je vais appeler cette approximation-là, je vais l'appeler projection non, ce n'est pas celle-là que je vais appeler. Enfin, si, PM de U delta de mu. Et ça, je vais l'appeler Pn de U delta de mu. Donc, quand je tronque la somme à grand N plutôt qu'à grand M. Donc, U delta de mu I moins la projection N de U delta de mu I au carré, la somme sur I égale 1 à M de cette chose-là est majorée par la somme des lambda I qui sont là, I allant de N plus 1 à grand M. D'accord? Donc, puisque les lambdas décroissent très vite, puisqu'on prend tous les lambdas qui sont grands et qu'on laisse tomber les petits, d'accord? Eh bien, cette somme-là, grosso modo,
parce qu'on est dans un régime de décroissance très rapide, pour se fixer les idées, c'est plus petit que lambda n plus 1. D'accord? Bon, alors ce n'est pas tout à fait vrai, bien évidemment, puisque les lambda, ils décroissent, donc il faut tous en tenir compte, mais disons qu'on a une bonne approximation, généralement, avec un 2 lambda n plus 1. On peut tous les prendre, si vous voulez, mais l'idée, c'est que j'ai enlevé les modes qui étaient plus petits que la tolérance sur K, donc vous voyez que cette approximation qui va être là, en tronquant les Pn, va me permettre d'avoir une approximation qui est plus petite que 2 fois la tolérance sur K. Et donc je vais ajuster K pour que cette partie-là soit négligeable par la suite. Alors, ceci, vous voyez, ça a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que c'est une somme pour I et non pas quel que soit mu. Et la deuxième, c'est que c'est une norme L2 dans les paramètres mu. De ceci, on en déduit si les mu I sont représentatifs de S delta en entier, d'accord? Alors, j'en déduis que la somme, enfin l'intégrale en mu de U delta de mu moins la projection de U delta de mu tchouk au carré en mu va être aussi plus petite que la somme de lambda I allant de n plus 1 à grand M. Donc ici, bien évidemment, il faut que les mu I soient suffisamment représentatifs. Et donc, c'est une moyenne en norme L2. Donc, j'insiste sur le fait que ce soit une moyenne en norme L2. Ça veut dire en particulier qu'il peut exister des mu, il peut exister même quelques mu I, hein, d'accord, et donc quelques mu, pour lesquels l'approximation va être mauvaise. D'accord? Ma variété, vous vous souvenez, je l'ai tracée, c'était régulier, sympa. Supposez que j'ai un truc comme ça sur ma variété. C'est-à-dire ma variété, elle est régulière, mais il y a un endroit où il y a un truc qui ne va pas. D'accord? Alors, en L2, ça ne va pas se voir. D'accord? Ça, je vais le rater. Même si je prends un mu I qui est là, il va compter pour du beurre là-dedans. D'accord? Si j'ai 10 000 solutions qui sont prises là-dessus et que je prends celle-là qui est en dehors, je ne vais pas l'avoir. D'accord? Donc, j'ai dit, on est dans le cas où il va y avoir une décroissance très rapide. Je suis aussi dans un cas où ma variété est tellement régulière que la norme L infinie et la norme L2 sont équivalentes. On sait que les normes L infinie et les normes L2, ce n'est pas les mêmes, d'accord? On sait que dans les espaces de dimension finie, les normes L infinie et L2 sont équivalentes, avec une constante d'équivalence qui dépend de la dimension dans laquelle on se trouve. D'accord? Et bien là, c'est un petit peu pareil. On est dans un cadre très régulier, c'est-à-dire que, par exemple, les dérivées par rapport à mu, elles ne peuvent pas être explosives. Et dans ce cas-là, quand les dérivées par rapport à mu ne sont pas explosives, et bien les normes L2 et L infini sont à peu près du même ordre de grandeur. D'accord? Et donc, pour que ça marche, il faut vérifier qu'on a des régularités par rapport aux paramètres qui nous permettent de, effectivement, dire qu'on n'a pas des accidents de ce type-là qui feraient que cette méthode Singular Value Decomposition va nous amener à des points dans lesquels l'approximation ne sera pas très bonne. OK. Alors donc ça, c'est la première méthode. On est dans un cadre décroissance rapide. On est dans un cadre où la variété est régulière.
Et on est dans un cadre donc où on arrive à avoir une bonne, et même à quantifier, grosso modo, au sens L2 en tout cas, l'approximation qui est faite. Donc grosso modo, quand c'est en norme L2, ça veut dire que essentiellement, pour pratiquement tous les points, j'ai une bonne approximation qui est quantifiée par ce 2 fois la tolérance divisée par K, puisque j'ai dit que je prenais les lambda I de cette façon-là. Alors, ceci, c'est une méthode quand on n'a pas mieux. Ceci, c'est une méthode quand on n'a pas mieux, c'est-à-dire on est obligé de représenter le S delta avec suffisamment de points, avoir une grande matrice de taille grand M, trouver les valeurs propres, donc ça, ce n'est pas le plus coûteux, mais ce qui est le plus coûteux, bien évidemment, c'est d'avoir calculé tous les U delta. Il a fallu calculer tous les delta de mu I, pour tous les I jusqu'à grand M. D'accord ? Donc ça coûte cher. Mais quand on ne peut pas faire mieux, quand on n'a pas réussi à mettre suffisamment de théorie derrière pour être un petit peu moins résultat de base, eh ben, on est obligé d'utiliser un résultat de base. Et cette méthode est une méthode de base qui marche et qui permet, en tout cas, sans trop réfléchir, de vérifier que les variétés qui nous intéressent vont bien être dans un cadre d'approximation de ce type-là. OK, alors on a un espace. On a un tel espace, c'est très bien. Et donc, l'espace Vn, ça va être l'espace vectoriel engendré par zeta1, zeta n. Et donc le problème, alors les états, les états I, c'est des éléments de V delta, c'est des fonctions qui sont connues de façon élément fini. Donc, ce qu'on combine, et ce que j'ai essayé de faire comprendre dans la leçon inaugurale, c'est que on combine des courbes, on combine des fonctions pour que point par point, ça soit valable. D'accord ? Et donc, on combine des objets qui sont un petit peu complexes, mais c'est l'idée des bases, et ça ne doit pas trop vous étonner vous qui devez avoir un background de maths un tant soit peu fourni, que, eh bien, on peut combiner effectivement des éléments qui sont compliqués, mais qui sont en nombre fini. D'accord ? Et donc le problème, ça va être de trouver UN appartenant à Vn, tel que, etc. Alors le UN de mu, ça va être une somme de U chapeau K zeta K, K allant de 1 à grand N. Alors j'appelle toujours U chapeau K mes coefficients, ça permet de bien voir ce que c'est la partie coefficient et la partie fonction. Les coefficients, bien évidemment, ce n'est pas les mêmes que ceux dans la matrice, dans la base élément fini. Donc zeta, U chapeau K, zeta K, et ça, c'est des fonctions de X. C'est les mêmes notations que pour les éléments finis dont j'avais parlé tout à l'heure, pour les fonctions X delta dont j'avais parlé tout à l'heure, mais cette fois-ci, il n'y en a que n, et ce n'est pas du tout les mêmes fonctions. Ce n'est pas des fonctions chapeau, c'est des fonctions globales, des fonctions qui ressemblent et qui vivent dans le S delta qui est là. Très bien. Alors, de la même façon que ce qu'on avait vu quand on avait discrétisé dans l'espace V delta, le problème va s'écrire somme K égale 1 à grand N de U chapeau K de mu A de zeta K tchouk Vn mu égale F de Vn mu, quel que soit Vn appartenant à Vn. OK ?
Donc ça, c'est le problème discret de Galerkin qu'on va résoudre pour définir l'approximation UN, d'accord, qui traduit le fait que UN de mu, Vn mu, est égal à F Vn et mu, quel que soit Vn appartenant à Vn. OK, et comme j'avais fait dans l'espace discret x delta, je vais prendre pour Vn toutes les fonctions de base zeta L, on va dire, et donc le problème devient somme de U chapeau K de mu, qui sont les composantes de UN de mu dans la base réduite des zeta, A de zeta K, zeta L et mu est égal à F zeta L de mu, quel que soit L égale 1 jusqu'à grand N. Et donc cette fois-ci, j'ai encore une matrice qui s'appelle AN, fois un vecteur de composantes, les U chapeaux qui sont là, égale au F qui est ici. Et donc, il n'y a plus qu'à, mais comme le grand N ici est très petit, de l'ordre de 10, 20, 100 peut-être, eh bien, ça n'a rien à voir avec le nombre de degrés de liberté qu'on avait dans la méthode discrète V delta. Et donc, ceci pourrait même se faire, à la limite, à la main. Donc, l'inversion de cette matrice-là peut se faire par une méthode directe. Une méthode directe peut être utilisée parce que n est petit. Donc, dans la tête, n de l'ordre de 10 peut même arriver jusqu'à 100, mais c'est vraiment une petite matrice. D'accord? Donc, la complexité pour calculer ces solutions-là, c'était du n delta à une certaine puissance. Grosso modo, éventuellement du n delta au carré. Hein? Cet espace-là, U delta, était un espace de dimension n delta, et donc pour résoudre ça, c'est du n delta au carré, peut-être du n delta log de n delta, dans des cas bien particuliers. Ici, on a une matrice n par n qui est une matrice pleine, donc le calcul, ça va être en n au cube. Mais ce n au cube n'a rien à voir avec le n delta qui est là-bas. Le n est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. D'accord? Donc voilà la réduction de complexité. D'accord? On en est donc au tout début. Alors il y a plein de pièges là. Hein? Il y a plein de pièges. C'est que cette méthode-là, pour trouver les Vn, elle est très coûteuse, on l'a compris. Hein? Et ça ne va pas être très facile. Et puis là, j'ai glissé sous le tapis le calcul du A zeta K zeta L. Les zeta K zeta L, je vous l'ai dit, ce sont des fonctions de V delta. D'accord? Donc, quelle est la taille des vecteurs hein, dans la base V delta? La base, c'est N delta. D'accord? Donc, à ce stade-là, pour calculer cette chose-là, a priori, aujourd'hui, j'ai un nouveau mu, je veux résoudre ce problème-là, très bien, à condition que quelqu'un me donne la matrice. D'accord? Si quelqu'un me donne la matrice, je sais faire. Simplement, il faut construire la matrice. Hein? Et la construction de la matrice fait intervenir, et c'est quelque chose que j'ai aujourd'hui, le problème qui est là, avec un mu qui est ici, ce problème-là, c'est aujourd'hui que je l'ai. Donc aujourd'hui, je dois calculer A zeta K zeta L. D'accord? Avec zeta K, qui est un vecteur de taille n delta. OK? Dommage, il est 10h59, on est obligé de s'arrêter. Mais ça vous permettra de revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va voir comment on fait pour calculer ça. Et donc, là, il y a deux approches. La première approche, c'est de dire, eh bien, le A, en fait, il dépend de mu, mais il dépend faiblement de mu. C'est-à-dire qu'on va avoir, en fait, A de U V mu, ça va être une somme
de fonction de mu AP de UV. Ça arrive. Ça arrive que les coefficients ne dépendent pas de façon fonctionnelle de x et qu'on puisse les sortir. Par exemple, quand j'ai l'intégrale de mu gradient de u gradient de v, ben le mu, je peux le sortir. Et donc dans ce cas-là, les AP ne dépendent pas de mu. La dépendance en mu, elle est extérieure. C'est une fonction qui ne va être pas très compliquée à calculer, et les AP qui sont très compliqués à calculer, et bien dans ce cas-là, puisque les états qui sont là sont connus, et bien en même temps, c'est-à-dire offline, hier, avant-hier, il y a 6 mois, j'ai calculé les différents AP de zeta i, zeta j. D'accord? Et donc maintenant, tout ça c'est condensé, je le connais. D'accord? Et donc aujourd'hui, je n'ai qu'à multiplier ces choses-là qui ont été préalablement calculées et qui, certes, coûtaient cher, mais aujourd'hui, elles ne coûtent rien, puisque ça s'appelle un APIJ. D'accord? Et donc, je le multiplie par GP, ça y est, donc ça ne coûte pas très cher. Donc ça s'appelle le cas décomposable, lorsque A et F sont décomposables. D'accord? Et bien, si A et P et F sont décomposables, facile. Si A et P ne sont pas décomposables, et bien on va les approcher par quelque chose de décomposable pour essayer d'améliorer la vie et être capable, en faisant une fois de plus une approximation, d'approcher cette chose-là par quelque chose qui va être calculable rapidement. La deuxième chose, et on va s'arrêter là, la deuxième chose, c'est que ceci, ça coûte vraiment trop cher, et donc on va proposer une méthode qui va être constructive de façon greedy, de façon, on va calculer les choses les uns après les autres, on va identifier les paramètres les uns après les autres, basée aussi sur une estimation d'erreur a posteriori, et c'est ce qu'on va donc faire la semaine prochaine. Voilà, merci.